tous et bienvenue sur l'île Podcast, le petit podcast qui se déplace. Face à une terre, l'homme a 5 options principales. La première, c'est de la traverser, en cueillant éventuellement quelques végétaux intéressants, des framboises, des oranges, ou bien d'y chasser un lièvre ou deux. La deuxième, c'est de s'y arrêter et d'y placer des animaux domestiqués, des vaches pour leur lait et leur viande, des poules, des cochons, des canards et bien d'autres qui définissent nos animaux d'élevage. La troisième, c'est de la cultiver, cette terre, d'y semer des graines, de prendre soin des plantes qui s'y développent, de s'assurer que d'autres espèces ne s'emparent pas d'une trop grande partie de cette production que nous choyons, d'attendre le moment propice et de récolter le fruit de notre travail. La quatrième option, c'est de la creuser, cette terre, pour en extraire des minerais, du gaz, du pétrole et autres matières premières nécessaires, entre autres, à la production d'énergie dont nous aurons besoin. Enfin, la dernière option sera de la recouvrir avec différents matériaux pour différents objectifs. D'abord y établir un habitat, définir son chez-soi, une propriété privée même, puis y construire des espaces communs, regrouper des tâches communes au même endroit, c'est-à-dire par-dessus la même terre. Cette dernière notion nous ramène devant cette évidence fondamentale, en dessous de moi est toujours la terre. Y a-t-il eu un seul homme un jour qui, face à une terre encore non exploitée, a dû faire un choix parmi ces 5 options pour décider du devenir de cette présente terre ? Je ne pense pas, car bien souvent, une terre ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour chacune des 5 options. Je commence par la plus évidente, celle des minerais et énergies fossiles. S'il n'y a pas de richesse dans le sous-sol, alors l'extraction n'a aucun intérêt. La question s'arrête là. Concernant la construction, ma terre ne devra pas être trop pentue, avoir une portance suffisante, une localisation intéressante, c'est-à-dire que ma terre soit constructible et que je trouve un intérêt à m'installer à cet endroit. Les terres en pente, inondables, trop chaudes ou trop froides, je ne ferai que les traverser. Quant aux terres qu'il me reste, je peux alors envisager d'y cultiver quelque chose. Pour vous donner un ordre de grandeur, d'après la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 12% des surfaces de la planète sont aujourd'hui cultivées pour l'alimentation humaine et animale, ce qui représente 1,5 milliard d'hectares environ. En comparaison, 26% d'entre elles sont des zones de pâturage pour l'élevage, 31% sont des zones forestières et 31% des zones urbaines ou inexploitables, c'est-à-dire des glaciers, des déserts, des lacs, etc. Les terres cultivables dites arables ne sont donc pas du tout majoritaires sur la planète. En effet, faire pousser des végétaux nécessite 3 données essentielles: de l'eau, du soleil et des nutriments. Si l'un de ces 3 facteurs est en excès ou vient à manquer, alors cultiver devient impossible. Et comme vous pouvez vous en douter, la disponibilité de ces terres est très inégalement répartie sur la surface du globe. Nous pouvons par exemple citer ce grand succès agricole datant de près de 5000 ans et ayant permis l'essor d'une civilisation égyptienne puissante dans une zone a priori désertique, la vallée du Nil. Les creux du Nil, chargés de nutriments, ont permis, associés à une maîtrise des techniques d'irrigation, de rendre possible l'agriculture sur ces terres, permettant alors aux hommes de se nourrir en abondance. Ce fleuve, long de près de 6700 km, ne traverse pas moins de 8 pays actuels et constitue la ressource en eau principale pour les habitants de ces côtes. D'autres grandes civilisations se sont développées à cette même époque dans la vallée du Nil, comme en Érythrée et au Soudan. Si le contexte a changé depuis l'essor de ces civilisations, il n'en reste pas moins nécessaire pour les hommes de continuer à se nourrir, et donc de continuer à cultiver les terres en se partageant les nutriments et les eaux qu'offre ce grand fleuve. Sachant que le Nil, je le répète, traverse près de 8 pays, on comprend aisément que la construction d'un barrage en amont du fleuve, dans l'un de ces pays, entraînera une diminution de débit de l'eau pour les pays en aval. L'eau, donc, si elle vient à manquer ou si son partage n'est pas assuré équitablement entre les pays puisant dans une même source, mènera à des conflits et à des tensions certaines. La ressource.
Voilà donc la notion clé à retenir pour appréhender l'agriculture et l'alimentation, que ce soit dans mon jardin, dans ma ville, dans ma région ou mon pays et même dans le monde. Produire des végétaux comestibles pour l'homme, c'est donc avoir accès à un certain nombre de ressources. Tout d'abord une terre, ou du moins un substrat qui sera le socle, le support de notre culture. Puis de l'eau, issue directement des pluies ou acheminée par des systèmes d'irrigation et qui assurera entre autres à notre plante son port dressé, lui permettant de capter un maximum de rayons lumineux. Car vient ensuite la lumière qui, à travers les photons qu'elle émet, fournit de l'énergie à la plante, énergie qui lui est nécessaire pour activer toute sa machinerie intérieure et notamment l'assimilation des nutriments présents dans le sol, autre ressource indispensable. Terre, eau, lumière et nutriments, voilà les ressources nécessaires au développement de la plante, qu'elles soient naturelles, sous forme organique ou minérale, ou bien de synthèse, notion que nous aborderons dans un prochain épisode de cette rubrique Nourrir les hommes. Enfin, pour cultiver de nombreuses plantes, il faudra de la ressource humaine, puis de l'énergie, voire du pétrole pour les machines agricoles lorsqu'elles sont présentes, de l'électricité pour les serres, etc. Avant tout lancement d'agriculture sur une terre nouvelle, donc, je dois me poser les questions suivantes. Mes ressources hydriques, lumineuses, nutritives, énergétiques et humaines sont-elles suffisantes pour réussir la culture que je projette? Et si non, comment puis-je pallier ce qui me manque? Creuser un puits? Demander à mon voisin? Déplacer mon projet? Inventer un moyen de faire sans? En France, par exemple, nous avons des terres fertiles. L'eau ne semble pas être un problème, le soleil non plus, les nutriments, ça peut encore aller. Par contre, la main-d'œuvre saisonnière française vient parfois à manquer. Or, nos voisins européens et méditerranéens, moins riches que la France, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la République tchèque ou le Maroc, représentent un potentiel de main-d'œuvre très précieux pour l'agriculture française. En confirme cette crise de la main-d'œuvre agricole que l'on peut observer actuellement avec la fermeture des frontières européennes et l'assignation à résidence. De même, si les sous-sols de nos anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Lorraine possédaient du charbon, on n'a toujours pas découvert de puits de pétrole en France. Par contre, notre voisine algérienne ne semble pas en manquer, contrairement au blé, où la production sur le territoire algérien ne permet pas de couvrir les besoins alimentaires de sa population. Et ça tombe plutôt bien parce que du blé, la France, elle en a plein. L'idée ici n'est pas de juger de la pertinence ou non des décisions prises par un individu ou même par un État. L'idée ici est de vous exposer des faits, maladroitement peut-être, simplifiés et non exhaustifs, mais qui nous permettront de replacer notre réflexion dans un contexte global et interdépendant qui, plus qu'une succession de maillons créant une seule chaîne, s'apparente davantage à l'enchevêtrement d'une multitude de chaînes entre elles, emmêlées les unes aux autres, certains maillons faisant même partie de plusieurs d'entre elles. En gros, une immense pelote de chaînes.